Ibrahim Traoré a été témoin d'un moment extraordinaire qui allait toucher le cœur de millions de personnes, un jeune enfant cherchant de la nourriture dans un tas d'ordures. Sa réaction, motivée par la compassion, déclencherait une vague d'émotions et de réflexions à travers le monde. C'était un après-midi torride à Ouagadougou, avec le soleil brûlant de midi qui s'abattait sans relâche sur les rues étouffées par la poussière. Dans le confort climatisé de sa limousine présidentielle, Ibrahim Traoré a minutieusement révisé ses notes en vue d'une réunion urgente avec les délégués internationaux. Malgré la chaleur étouffante, le président du Burkina Faso était assis calmement, vêtu d'un costume élégant, ses traits reflétant la même détermination de fer qui avait caractérisé son ascension politique rapide. Son chauffeur a habilement manœuvré dans le trafic chaotique. « Monsieur le Président, nous serons au Palais de la Nation dans 10 minutes, annonce Mamadou, son chef du protocole, en ajustant sa cravate. Les représentants de l'Union africaine et des Nations unies étaient déjà sur place, attendant l'arrivée du président. Ibrahim hocha brièvement la tête, son attention fixée sur le dossier devant lui qui traitait du développement économique régional du pays. Cette réunion revêtait une importance immense, car elle pourrait garantir un financement crucial pour la modernisation des infrastructures en détérioration du Burkina Faso. Cependant, ses pensées furent brusquement interrompues lorsque le cortège ralentit et s'arrêta à un feu rouge dans un quartier ouvrier animé à la périphérie du centre-ville. Alors que la limousine tournait au ralenti, le regard d'Ibrahim se tourna vers la scène qui se déroulait à l'extérieur. Il a observé le rythme de la vie quotidienne dans la capitale, des femmes vendant des fruits sous des parasols usés, des écoliers en uniforme rentrant chez eux et des ouvriers réparant une conduite d'eau dans la rue. C'est pour ces citoyens anonymes et travailleurs qu'Ibrahim et son administration ont travaillé jour et nuit, s'efforçant d'améliorer les conditions dans un pays confronté à des défis apparemment insurmontables. Mais au milieu de la routine, son attention a été attirée par quelque chose de bien plus déchirant, un petit enfant frêle fouillant près d'une benne à ordures débordantes. Le garçon, âgé de 7 ou 8 ans au maximum, portait des vêtements en lambeaux et ses pieds nus étaient recouverts de poussière. Sa peau était striée de saleté et sa silhouette émaciée révélait des signes révélateurs de malnutrition. L'enfant se déplaçait avec une précision exercée, presque robotique, alors qu'il fouillait dans les poubelles, jetant de côté les paquets vides et les restes de nourriture pourrie. « Monsieur le Président, peut-être devrions-nous continuer » suggéra doucement Mamadou, sentant le changement d'attitude d'Ibrahim. « Nous risquons d'être retardés. » Mais Ibrahim, perdu dans le regard de l'enfant, restait silencieux. Son regard restait fixé sur la scène déchirante juste devant sa fenêtre. Il regarda le garçon récupérer un morceau de pain moisi dans le tas d'ordures, essuyant la moisissure avec sa manche avant de le dévorer voracement, comme si c'était la seule chose qui pouvait apaiser la faim qui le rongeait. Une vague de tristesse et d'indignation a envahi Ibrahim. Même s'il a grandi dans un milieu modeste, dans un village marqué par la pauvreté, il n'a jamais connu la lutte désespérée que représente la recherche de nourriture dans les poubelles. Le garçon avant lui son nom était encore inconnu a incarné l'échec collectif d'une nation, d'un système destiné à protéger ses citoyens les plus vulnérables. « Arrêtez la voiture », ordonna Ibrahim, d'une voix ferme et résolue. Un silence stupéfait enveloppa le véhicule. Le chef de la sécurité présidentielle, assis à l'avant, s'est tourné vers le président avec une expression d'inquiétude. « Monsieur, cela ne fait pas partie du programme. Nous ne pouvons pas assurer votre sécurité dans cette zone sans préparation préalable. » « J'ai dit d'arrêter la voiture », a répété Ibrahim, son ton ne laissant aucune place au débat. Le chauffeur échangea un regard tendu avec le chef de la sécurité, qui hocha la tête à contre-cœur. Lentement, la voiture s'est arrêtée sur le trottoir. En un instant, les gardes du corps dans les véhicules qui les accompagnaient étaient en frénésie, émettant des messages urgents via leurs écouteurs. Mais Ibrahim n'y prêta pas attention. Sans hésitation, il ouvrit sa porte et sortit sur le trottoir ensoleillé. Une vague de surprise s'est propagée parmi les passants lorsqu'ils ont reconnu leur président et son entourage habituel, ses services de sécurité et son faste officiel remplacé par une présence modeste dans la rue. Les téléphones portables sont apparus de toutes parts, désireux de capturer ce moment surréaliste. Un jeune caméraman, chargé de documenter les activités publiques du président pour les archives nationales, a instinctivement allumé son appareil photo. Il suivit Ibrahim, qui se dirigeait avec une détermination sans faille vers le garçon, toujours penché sur son maigre repas, inconscient de l'attention qu'il attirait. À mesure qu'Ibrahim avançait, ses gardes du corps et ses conseillers se déployaient nerveusement, scrutant les environs à la recherche de tout danger potentiel, tandis que les spectateurs se rassemblaient lentement en cercle respectueux autour de cette rencontre sans précédent. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, attendant que le moment se déroule.
Quand Ibrahim rejoignit l'enfant, il s'arrêta à quelques pas. Le garçon, occupé à manger son morceau de pain moisi, n'avait pas encore remarqué la foule ni l'homme bien habillé qui se tenait devant lui. Ibrahim a fait signe à ses agents de sécurité de se retirer, puis s'est accroupi, se plaçant à la hauteur des yeux de l'enfant. Le simple fait de s'abaisser à la hauteur du garçon, un geste d'humilité de la part du dirigeant le plus puissant du pays, a provoqué une onde de choc dans la foule. « Bonjour, mon garçon », salua doucement Ibrahim, sa voix s'adressant uniquement à l'enfant. Le garçon sursauta, faillit laisser tomber son pain. Ses yeux écarquillés et sombres se sont posés sur le visage d'Ibrahim et la peur a momentanément obscurci son expression. Son instinct de survie dans la rue le rendait méfiant, comme s'il craignait d'être puni pour avoir fouillé dans les poubelles. « Je ne te veux pas de mal », le rassura Ibrahim, d'un ton doux. « Quel est ton nom ?» Le garçon hésita, serrant le pain moisi contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Sa voix était à peine un murmure lorsqu'il parlait. « Je m'appelle Ali. »« J'ai 7 ans, monsieur. »« Ali », répéta Ibrahim en souriant chaleureusement. « C'est un beau prénom. Dis-moi, Ali, où sont tes parents? Où habites-tu » Le regard du garçon tomba au sol, ses petits pieds traînant nerveusement dans la poussière. Sa voix prit le ton plat et résigné de quelqu'un qui avait répété l'histoire d'innombrables fois auparavant. « Je n'ai plus de maison, » dit doucement Ali. « Ma mère est morte de fièvre l'année dernière. Mon père est parti avec d'autres hommes lorsque les soldats sont arrivés dans notre village. Il n'est jamais revenu. » Pendant un instant, Ibrahim resta silencieux, le cœur lourd de la douleur crue des paroles de l'enfant. La foule autour d'eux, désormais un groupe croissant de spectateurs, restait immobile, honorant la gravité du moment. Le caméraman continue de filmer, capturant chaque seconde de cet échange qui se transforme rapidement en un symbole puissant. « Depuis combien de temps vis-tu comme ça ?» a demandé Ibrahim, ses yeux s'arrêtant sur les bras fragiles du garçon, marqués de cicatrices, preuve silencieuse d'une vie dure et impitoyable. « Je ne sais pas, » répondit Ali en haussant les épaules. « Beaucoup de lune. Je dors sous le pont quand il ne pleut pas. Parfois, la dame du restaurant me donne des restes, mais elle n'est pas venue depuis 3 jours. » Une vague de colère froide a envahi Ibrahim non pas contre l'enfant, mais contre le système qui avait permis que cela se produise. Il se tourna vers Mamadou, qui se tenait à distance respectueuse. « Apportez de l'eau propre et de la nourriture. » Immédiatement, a-t-il ordonné. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. En quelques instants, plusieurs membres de son équipe se sont précipités vers les véhicules à proximité, tandis que d'autres ont appelé un restaurant situé à proximité. L'attention d'Ibrahim restait concentrée sur Ali, qui tenait toujours son pain moisi, la seule chose à laquelle il lui restait à s'accrocher. « Vous n'aurez plus à manger comme ça », a promis Ibrahim avec une détermination tranquille. Ali leva les yeux vers lui, la confusion et l'espoir prudent scintillant dans ses yeux. Il avait vu trop d'adultes faire des promesses vides de sens pour lui faire facilement confiance. Quelques minutes plus tard, un assistant revint avec une bouteille d'eau fraîche et un repas provenant d'un restaurant voisin, un simple plat de riz, de légumes et de poulet. L'arôme de la nourriture fraîche emplit l'air et les mains d'Ali tremblèrent tandis qu'Ibrahim lui tendait l'assiette. Les larmes commencèrent à couler sur les joues poussiéreuses d'Ali. « Allez-y », encouragea doucement Ibrahim. « Mangez. » Le garçon, n'ayant plus besoin d'être incité, dévora le repas avec une faim qui témoignait de plus qu'un simple besoin physique, c'était le désespoir de quelqu'un qui avait été privé depuis trop longtemps. Ibrahim a posé une main réconfortante sur son épaule, offrant un sentiment de sécurité dans un monde qui avait longtemps ignoré son existence. « Personne ne prendra votre nourriture », lui a assuré Ibrahim. « Prenez votre temps. » Ali fit une pause, abasourdi par tant de gentillesse. Pendant un instant, il sembla que le contact d'un président et d'un homme qui représentait le pouvoir et la promesse de l'État avait comblé le vaste fossé social qui les séparait. Lentement, il recommença à manger, savourant chaque bouchée, l'expression de son visage mêlant incrédulité et gratitude. Ibrahim, assis sur le trottoir à côté de lui, ne prêtait aucune attention à la poussière qui s'accrochait désormais à son beau costume. Ce fut un moment qui transcenda la politique, rappelant que le leadership n'a de sens que s'il s'adresse à ceux qui en ont le plus besoin, les âmes oubliées, les citoyens invisibles trop souvent négligés. Alors qu'Ali terminait son repas, il leva les yeux vers Ibrahim, son visage désormais transformé. Un sourire timide, petit mais radieux, se dessina sur ses traits. C'était la première fois depuis longtemps qu'Ali bénéficiait d'une telle chaleur et d'une telle attention. Et à ce moment-là,
le geste du président était plus éloquent que n'importe quelle promesse politique. « Merci, monsieur, dit-il, sa voix ferme mais remplie de sincère gratitude. Ibrahim se leva, face à la foule rassemblée devant lui. À ce moment-là, il a prononcé des paroles qui marqueraient un tournant dans l'histoire de sa présidence, des paroles qui résonneraient bien au-delà des murs de la salle. « Regardez cet enfant », a-t-il commencé, son regard balayant le public, croisant les yeux de chaque auditeur. « Il s'appelle Ali. Il n'a que 7 ans et il vit seul dans nos rues. Il fouille dans nos poubelles, à la recherche de nourriture, tandis que nous sommes confortablement assis dans nos chambres climatisées, discutant de politique et de politique. Aucun enfant, peu importe d'où il vient, ne devrait avoir à vivre ainsi dans notre pays. Pas un seul d'entre eux. Mais cela s'arrête aujourd'hui. » Son ton habituel, posé et mesuré, vacilla, empreint d'émotion et d'une détermination inébranlable. Ces paroles ont suscité quelque chose au plus profond du public, déclenchant une énergie électrique dans l'air. Alors que la diffusion en direct se poursuivait, des milliers de réactions ont inondé les sections de commentaires. Le hashtag #Ali2Zerfbeter a commencé à se propager comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux africaines, son message puissant résonnant partout. Au palais présidentiel de Ouagadougou, un sentiment d'urgence inhabituel flottait dans l'air à la tombée de la nuit. Ibrahim Traoré avait reporté une réunion importante avec des délégués internationaux, une décision qui a fait sensation au sein de son équipe diplomatique, mais le président s'est montré résolu. Il savait que, quel que soit le coup politique, le problème ne pouvait pas attendre. Les ministres furent convoqués en toute hâte au palais et, tandis qu'ils prenaient place autour de la table ovale, la confusion et l'inquiétude marquaient leurs visages. Être convoqué à une réunion impromptue était rarement de bon augure et la tension dans la salle était palpable. La porte s'ouvrit et Ibrahim entra, son costume formel habituel remplacé par un simple uniforme militaire qui rappelait ses racines d'officier. Son expression était grave, résolue. À la surprise générale, un petit garçon le suivit, un Ali fraîchement lavé, vêtu de nouveaux vêtements choisis par le personnel du palais, bien que visiblement toujours inquiet dans ce décor grandiose. « Mesdames et messieurs », commença Ibrahim sans hésitation, d'une voix ferme et autoritaire. « Voici Ali. Aujourd'hui, cet enfant m'a ouvert les yeux sur un échec que nous ne pouvons plus ignorer. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce, la gravité de ses paroles s'imprégnant. Ibrahim fit un geste vers un assistant, qui conduisit Ali vers une chaise confortable dans le coin, lui fournissant un cahier et des crayons de couleur pour l'occuper pendant que la réunion se poursuivait. « J'ai trouvé Ali en train de manger des restes d'une poubelle de notre capitale, » a poursuivi Ibrahim, la voix empreinte d'une colère à peine contenue. « Cet enfant est un orphelin, survivant seul dans nos rues pendant plus d'1 an. Mais la partie la plus troublante de cette histoire n'est pas seulement l'existence d'un enfant comme Ali. Ce qui est vraiment épouvantable, c'est qu'il y a probablement des centaines, voire des milliers, d'enfants dans notre pays qui subissent le même sort, alors que le reste d'entre nous ferme les yeux. » Le ministre des Affaires sociales, un homme potelé d'une 50aine d'années, s'éclaircit maladroitement la gorge avant de parler. « Monsieur le Président, nous avons mis en place des programmes pour les enfants vulnérables, mais nos ressources sont limitées. » « Vos programmes ont échoué », l'interrompit brusquement Ibrahim. « Je veux un décompte immédiat et complet de chaque enfant vivant dans les rues à Ouagadougou, puis dans tout le pays. Je veux savoir combien d'Ali sont là-bas, cachés sous nos ponts, fouillant dans nos décharges. Je veux que ces chiffres soient sur mon bureau dans les 48 heures. » Le visage du ministre pâlit. 48 heures. C'est impossible, monsieur le président. Nos services? Est-ce qu'on manque de main-d'œuvre? Intervint Ibrahim, d'un ton inébranlable. S'il le faut, je mobiliserai l'armée. Réaffecterai les fonctionnaires, enrôlerai des volontaires, mais je ne veux pas d'excuses. Je veux des résultats. Il s'est tourné vers la ministre de la Santé, une femme déterminée connue pour sa rapidité d'action. Chaque enfant identifié doit subir un examen médical complet, vaccination, dépistage, traitement nécessaire. Je veux que cela soit fait immédiatement. Le ministre acquiesça, griffonnant déjà des notes. Je vous laisse le soin, a poursuivi Ibrahim, en regardant maintenant le ministre de l'Éducation, un homme dont les cheveux grisonnants suggéraient des années de service. Je veux un plan concret pour intégrer ces enfants dans notre système éducatif, des classes spécialisées, un soutien psychologique, des uniformes et des fournitures scolaires gratuites. Pendant près de 2 heures, Ibrahim a exposé les directives spécifiques à chaque ministère. Son plan commençait à prendre forme, une réponse gouvernementale exhaustive à la crise des enfants des rues, faisant appel à toutes les ressources disponibles.
Tout au long de la réunion, ses yeux se sont parfois tournés vers Ali, assis tranquillement dans un coin, perdu dans ses dessins, parfaitement inconscient du profond changement politique qui se déroulait autour de lui. Une dernière chose, a déclaré Ibrahim alors que la réunion touchait à sa fin. Demain matin, je visiterai personnellement toutes les crèches de cette ville. Le lendemain, sous un soleil de plomb, le convoi présidentiel s'arrête devant un immeuble décrépit de la banlieue de Ouagadougou. Le panneau indiquait « Centre d'accueil pour enfants en détresse, un établissement public, soi-disant financé par l'État ». Ibrahim, accompagné d'une petite équipe et de journalistes soigneusement sélectionnés, est entré dans le bâtiment. Ce qu'il voyait à l'intérieur était loin de ce qu'il aurait dû être. Des dortoirs vides avec des matelas déchirés, des salles de classe abandonnées, une cuisine non fonctionnelle et des toilettes sales et insalubres, autant de signes d'un lieu qui a depuis longtemps cessé de remplir sa fonction, malgré les rapports officiels affirmant le contraire. Qui est responsable de cette installation ? Demanda froidement Ibrahim, sa voix trahissant sa frustration grandissante. Un responsable nerveux s'est avancé, expliquant que le centre avait progressivement cessé de fonctionner faute de ressources. Pourtant, pour tenter d'éviter les complications, les rapports officiels ont continué à le présenter comme opérationnel, trompant ainsi le public et le gouvernement. Ibrahim resta silencieux pendant un long moment, son regard balayant ce qui aurait dû être un sanctuaire pour des enfants comme Ali. Puis, devant les caméras et sa voix calme et résolue, il a fait une déclaration qui a eu un écho dans tout le pays. Je vous donne 7 jours, pas une minute de plus, pour rénover, équiper et préparer ce centre afin d'accueillir dignement 50 enfants. J'y reviendrai personnellement pour l'inaugurer. Ceux qui auront échoué dans cette tâche devront rendre des comptes. La vidéo de sa déclaration, diffusée sur les réseaux nationaux et largement partagée sur les réseaux sociaux, a provoqué une onde de choc à travers le pays. Presque immédiatement, une vague de soutien a afflué. Des citoyens ordinaires, émus par la détermination du président, ont commencé à arriver au centre pour apporter leur aide. Des artisans ont offert leurs services gratuitement, des entreprises locales ont fait don de matériel, des restaurateurs ont promis de fournir des repas et des enseignants à la retraite se sont manifestés pour proposer des cours. L'élan de soutien a largement dépassé toutes les attentes. Sur des plateformes comme Twitter, Facebook et WhatsApp, le hashtag #Ali2RBetter est devenu viral dans toute l'Afrique de l'Ouest. Des célébrités, des musiciens, des athlètes et des personnalités publiques de tout le continent se sont ralliés à cette cause, amplifiant le message et appelant à un soutien supplémentaire. Les dons ont afflué de la diaspora burkinabé, touchée par cette histoire qui reflétait leur lien profond avec leur patrie. Au palais présidentiel, Ibrahim a regardé cette vague de solidarité se déployer avec une fierté tranquille. Chaque soir, il prenait le temps de s'asseoir avec Ali, qui réside désormais temporairement dans une aile du palais, et d'écouter ses histoires de survie dans la rue ou des histoires qui, dans leur simplicité déchirante, révélaient les échecs des politiques sociales du pays. Le 5e jour, un représentant des Nations Unies est venu rencontrer le président. Elle a salué l'initiative d'Ibrahim, la qualifiant de modèle de leadership humanitaire exemplaire, et a offert un soutien technique et financier pour étendre le programme à l'échelle nationale. Ibrahim a écouté attentivement mais a surpris le diplomate par sa réponse. Nous apprécions votre offre, mais le bien-être des enfants burkinabés relève de notre responsabilité. Nous devons trouver des solutions durables en utilisant nos propres ressources, complétées par l'aide internationale, sans en dépendre. Ce que j'ai fait n'est pas extraordinaire, c'est simplement ce que tout dirigeant devrait faire pour son peuple. Cette déclaration de responsabilité nationale n'a fait que renforcer le soutien du public à l'initiative d'Ibrahim. Le 7e jour, la transformation du centre d'accueil autrefois délabré était tout simplement miraculeuse. Le bâtiment, revitalisé grâce à l'effort collectif d'une nation, était un symbole d'espoir et de renouveau. Le soleil baignait la façade nouvellement repeinte d'une lumière chaude et une nouvelle enseigne, Maison de l'Espoir, était désormais fièrement accrochée au-dessus de l'entrée. Les drapeaux burkinabés flottaient au vent. À 10 heures précises, le convoi présidentiel est arrivé et Ibrahim en est sorti, vêtu désormais d'un simple boubou traditionnel, accueilli par les acclamations d'une foule rassemblée à l'extérieur. À côté de lui se trouvait Ali, un garçon qui n'était plus la silhouette décharnée et effrayée trouvée près d'une poubelle, mais un enfant transformé, ses joues plus pleines, ses yeux brillants, fièrement vêtus des couleurs nationales. S'arrêtant devant le ruban symbolique tendu devant l'entrée, Ibrahim se tourna vers Ali et lui tendit une paire de ciseaux dorés. « Vous coupez ce ruban ?» a-t-il dit, d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde puisse l'entendre, parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez non seulement cette porte, mais un nouveau chapitre pour chaque enfant comme vous. Les mains tremblantes, Ali a coupé le ruban et la foule a éclaté d'applaudissements,
un moment immortalisé par les photographes pour l'histoire. À l'intérieur, la transformation fut tout aussi profonde. Les dortoirs sont désormais équipés de nouveaux lits, de draps colorés et de moustiquaires. Chaque enfant avait sa propre petite armoire et les salles de classe, remplies de nouveaux bureaux et de matériel pédagogique, étaient remplies de la promesse d'un avenir meilleur. Une bibliothèque était prête, ses étagères commençant à se remplir de livres donnés à un cadeau de connaissances pour les enfants qui habiteraient cet endroit. La cuisine, désormais pleinement opérationnelle et respectant des normes d'hygiène rigoureuses, fourmillait d'activités. De grands poêles remplissaient l'espace, avec des plats pour le déjeuner inaugural déjà mijotés. Juste au bout du couloir, une salle polyvalente a été transformée en une aire de jeux animés, dotée de jeux de société, d'un porte-bébé et d'un coin cosy dédié à la télévision éducative. À l'extérieur, la cour abritait une aire de jeux modeste mais fonctionnelle, conçue pour donner aux enfants suffisamment d'espace pour jouer au football et à d'autres activités physiques, toutes vitales pour leur croissance et leur bien-être. Cependant, le véritable moment d'émotion est survenu lorsque les portes arrière se sont ouvertes, laissant entrer un groupe d'une quarantaine d'enfants. Ils avaient tous été identifiés lors du récent recensement organisé par Ibrahim. Âgés de 5 à 15 ans, ces enfants, des garçons et des filles avec des histoires étonnamment similaires à celles d'Ali, sont entrés timidement dans ce qui allait devenir leur nouvelle maison. Parmi eux se trouvait une jeune fille d'accent grave, peine 6 ans, dont les cheveux étaient tressés en petites torsades serrées. Elle s'approcha doucement d'Ali, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Est-il vrai que nous dormirons ici toutes les nuits pour ne pas avoir à chercher un abri quand il pleut ?» Ali, désormais plus posé et confiant qu'auparavant, rencontra son regard avec la solennité de quelqu'un qui avait dépassé son âge. Il se tenait droit, guidant les nouveaux arrivants avec une force née de l'expérience. Ibrahim regardait de loin, poussé par l'instinct naturel de l'enfant à assumer ce rôle de leader. À peine une semaine plus tôt, Ali lui-même luttait pour survivre. Les événements de la journée se sont déroulés comme prévu, à commencer par une visite complète des installations. L'équipe éducative nouvellement constituée a été présentée et les enfants ont pu profiter de leur premier repas partagé dans ce lieu de renouveau. Ibrahim était assis parmi eux, rompant le pain avec les enfants, un geste symbolique de son engagement pour leur avenir. L'après-midi a été réservé à une rencontre plus intime. Ibrahim a demandé à parler avec les enfants en privé, sans caméra ni conseiller, juste lui et l'équipe éducative. Assis en cercle dans la grande salle commune, il a écouté leurs histoires, chacune empreinte de douleur mais aussi riche de résilience et d'espoir. Certains de leurs récits étaient déchirants, mais chacun parlait d'une extraordinaire volonté de dépassement. Un garçon d'une dizaine d'années a partagé « J'ai passé 3 mois à dormir sous le pont près du marché central. La journée, je surveillais les voitures pour gagner quelques pièces. » Une autre fille, le visage sérieux, explique « Ma mère est partie il y a 2 ans pour chercher du travail à Abidjan. Elle m'a promis qu'elle reviendrait me chercher, mais je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. » Certains enfants ont fui des zones rurales en proie à la violence extrémiste, d'autres sont orphelins du sida et certains ont été abandonnés par des familles trop pauvres pour s'occuper d'eux. Même si chaque histoire était unique, elles partageaient toutes le même besoin non satisfait que la société n'avait pas réussi à satisfaire, la sécurité, un sentiment d'appartenance et la dignité que chaque enfant mérite. Ibrahim écoutait attentivement, prenant parfois des notes dans son petit carnet, absorbant chaque mot. Lorsque le dernier enfant eut fini de parler, un silence émotionnel remplit la pièce. Ibrahim, avec sa voix habituellement forte mais étonnamment douce, s'est adressé à eux. « Ce que vous avez vécu n'aurait jamais dû arriver. Aucun enfant ne devrait jamais connaître la faim, la peur ou l'abandon. Aujourd'hui, je vous fais une promesse, non pas en tant que président, mais en tant qu'homme qui a écouté vos voix. Vos histoires ne seront pas vaines. Elles serviront à protéger d'autres enfants qui, comme vous, méritent une enfance remplie de dignité et de joie. » Il fit une pause, son regard balayant la pièce, avant de poursuivre. « À partir de ce moment, vous avez non seulement un toit au-dessus de vos têtes, mais vous avez aussi une famille. Vous êtes les enfants du Burkina Faso. Vous êtes notre avenir, notre espoir. Nous ne vous décevrons plus jamais. » Plus tard dans l'après-midi, dans la cour du centre, Ibrahim a présidé une cérémonie simple mais profonde. Chaque enfant a reçu un nouvel uniforme scolaire et un cartable rempli de fournitures et de livres. Ali a été le premier à être appelé et lorsqu'il s'est avancé pour accepter son uniforme, Ibrahim a fièrement annoncé que tous les enfants seraient inscrits dans les écoles publiques locales à partir du lendemain. « L'éducation est votre droit le plus précieux », a-t-il déclaré, tandis que les caméras capturaient ce moment historique. « C'est la clé qui ouvrira toutes les portes de votre avenir.
S'adressant à un groupe de dignitaires et de représentants de la société civile présents, il a fait une annonce audacieuse qui allait remodeler à jamais la politique sociale du pays. Aujourd'hui, j'ai signé un décret présidentiel établissant une politique nationale de protection de l'enfance. Cette politique garantit que chaque enfant du Burkina Faso, sans exception, aura accès à un logement sûr, à des soins de santé, à une éducation de qualité et à une protection contre toute forme d'abus ou d'exploitation. La déclaration a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements, mais Ibrahim a levé la main, demandant le silence. Ce n'est pas un acte de charité, c'est un acte de justice. Ce n'est pas une dépense, mais un investissement dans notre avenir collectif. Ce n'est que le début d'une transformation profonde dans la façon dont nous abordons les plus vulnérables de notre société. Pendant qu'Ibrahim parlait, Alice se tenait à ses côtés, incarnant la raison même de cette initiative de transformation. La journée s'est terminée par une célébration culturelle improvisée. Les griots traditionnels, ayant entendu parler de l'événement, sont arrivés à l'improviste pour honorer cette journée historique. Sur les rythmes de kora et djembé, ils ont composé une chanson spontanée dédiée à Ali et aux enfants de la Maison de l'Espoir. La chanson, filmée par d'innombrables téléphones, est rapidement devenue virale, se répandant sur les plateformes sociales et touchant les cœurs bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ibrahim s'attardait, observant tranquillement les enfants alors qu'ils découvraient leur nouveau lit. Certains passaient leurs doigts sur les draps propres avec incrédulité, tandis que d'autres ouvraient et fermaient leurs armoires personnelles, comme pour s'assurer que cette nouvelle vie était réelle. À ce moment-là, loin des caméras et des discours politiques, la véritable mesure du succès ne résidait pas dans les applaudissements ou les déclarations officielles, mais dans ces simples moments de respect et de gratitude. Avant de partir, Ibrahim s'est dirigé vers Ali, déjà couché dans son lit, épuisé par les émotions de la journée. « Dors bien, Ali », murmura-t-il doucement en caressant le front de l'enfant. « Demain est le premier jour de votre nouvelle vie. » Ali sourit, ses yeux se fermèrent tandis qu'il s'enfonçait dans un sommeil paisible, le premier qu'il connaissait depuis longtemps, sans peur. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire de la Maison de l'Espoir et le voyage d'Ali se sont répandus dans le monde entier. Les journalistes internationaux ont afflué à Ouagadougou pour documenter cette initiative révolutionnaire. Des enfants d'autres pays, même de continents lointains, ont envoyé des lettres et des dessins de soutien à Ali et à ses nouveaux amis, créant ainsi une vague mondiale de solidarité. Les organisations humanitaires qui travaillaient depuis des années dans la région sans grande attention ont soudainement vu leurs efforts reconnus. L'UNICEF, Save the Children et d'autres ONG ont offert leur expertise, désireux de soutenir l'expansion du programme, tout en respectant l'approche souveraine d'Ibrahim, une collaboration sur un pied d'égalité et non une dépendance. L'aspect le plus touchant de cette transformation était peut-être les enfants eux-mêmes. En quelques semaines seulement, les changements étaient évidents. Leurs visages se sont remplis, leurs yeux brillaient d'un nouvel espoir et leurs rires ont commencé à résonner dans les couloirs de la Maison de l'Espoir. Pour Ibrahim Traoré, cette métamorphose collective a été la plus belle récompense de sa vision. 6 mois s'étaient écoulés depuis la rencontre fortuite d'Ibrahim avec Ali, et le Burkina Faso a célébré cette période de transformation par une grande cérémonie nationale au Palais de la Culture de Ouagadougou. Sur scène, une exposition de dessins d'enfants racontait l'évolution de la Maison de l'Espoir, ainsi que la création de 10 nouveaux centres à travers le pays. Ali avait subi une transformation incroyable. Le garçon frêle et effrayé était devenu un enfant en bonne santé et épanoui, les joues plus pleines et le sourire contagieux. Debout dans son uniforme scolaire, Ali incarnait la fierté et la dignité que le programme présidentiel avait redonné à des centaines d'enfants comme lui. Ali est désormais premier de sa classe en mathématiques et en français, a annoncé fièrement le directeur de son école, invité à prendre la parole lors de la cérémonie. Il fait preuve d'une soif insatiable de connaissances et aide toujours ses camarades de classe en difficulté. Qui aurait pu imaginer un tel potentiel chez un enfant qui essayait autrefois de survivre? Le public a éclaté sous les applaudissements. Parmi eux se trouvaient des dignitaires du monde entier, des représentants humanitaires, ainsi que des citoyens ordinaires, des bénévoles et des enseignants qui ont contribué à ce succès monumental. Un écran géant derrière la scène diffusait les images du programme Renaissance, les enfants en uniforme entrant dans leur salle de classe, les moments de jeu dans les centres nouvellement rénovés, les visites médicales et les ateliers artistiques où les enfants canalisaient leurs émotions à travers la musique et la peinture. Des plans plus larges montraient les projets pilotes visant à prévenir l'abandon des familles dans les villages locaux, en apportant un soutien aux parents en difficulté. Lorsqu'Ibrahim Traoré est monté sur scène, il a d'abord donné la parole à Ali. L'enfant s'est approché du microphone en l'ajustant à sa taille. « Je m'appelle Ali.
J'ai 10 ans maintenant, a-t-il commencé, sa voix claire et confiante remplissant la pièce silencieuse. Avant, je dormais sous un pont et je mangeais dans les poubelles. Personne ne me voyait. J'étais comme un fantôme. Il fit une pause, rassemblant ses pensées avec une gravité inhabituelle pour son âge. Maintenant, j'ai un lit, 3 repas par jour, des amis et j'apprends à lire et à écrire. Je veux devenir médecin pour aider les autres. Et tout cela est arrivé parce qu'un jour, quelqu'un m'a vraiment vu. Il se tourna vers Ibrahim et lui tendit un grand dessin enroulé. Alors qu'Ibrahim le déployait, le public a vu une image simple mais touchante, Ibrahim, dominant les enfants, tendant les mains vers leur silhouette. Au-dessus d'eux, un soleil orange vif illuminait un paysage verdoyant, avec les mots « Merci de nous avoir vus » griffonnés au-dessus en lettres enfantines. Ce geste simple et sincère offrir un enfant au chef de l'État a créé un moment d'émotion qui a transcendé la politique. Ibrahim, profondément ému, a accepté le dessin et a brièvement embrassé Ali avant de se tourner vers le public. « Ce dessin n'est pas le mien », a-t-il déclaré en le montrant à la vue de tous. Il appartient à tous les Burkinabés qui ont ouvert leur cœur et retroussé leurs manches pour les enfants. Il symbolise une nouvelle façon de gouverner, non pas par des discours et des promesses, mais par des actions concrètes qui changent des vies. Ali, comme s'il se souvenait de quelque chose, revint au micro. D'une voix pleine de sincérité, il a prononcé 5 mots qui ont profondément résonné auprès de toutes les personnes présentes, « Merci de m'avoir reçu ». Ces 5 mots résumaient l'essence même du programme, donner une voix et une visibilité à ceux qui étaient invisibles depuis si longtemps. La salle a éclaté sous les applaudissements, et beaucoup n'ont pas pu retenir leurs larmes face à l'expression brute et non filtrée de gratitude. Lorsque les applaudissements se sont finalement calmés, Ibrahim a repris la parole. Nous avons accompli beaucoup de choses au cours de ces 6 mois, mais notre travail ne fait que commencer. Aujourd'hui, j'annonce l'extension du programme Renaissance à toutes les provinces du pays. Notre objectif est qu'aucun enfant burkinabé ne dorme dans la rue d'ici 2 ans. Il a présenté les étapes concrètes, la construction de 50 nouveaux centres d'accueil, une réforme du système national d'adoption, un nouveau fonds financé par les taxes sur les industries extractives et la formation d'assistants sociaux spécialisés. Les écoles intégreraient également une éducation civique sur la protection de l'enfance. Ce programme est plus qu'une simple politique sociale, a-t-il poursuivi. C'est une nouvelle vision de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous plaçons la dignité humaine au centre de tout ce que nous faisons. C'est un message pour l'Afrique et le monde. Nos défis sont immenses, mais notre détermination est encore plus grande. Les médias internationaux qui ont suivi l'initiative depuis ses débuts ont donné au discours d'Ibrahim une visibilité mondiale. Les dirigeants des pays voisins, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont mobilisés, désireux d'adopter le modèle dans leur propre pays. Une coopération régionale en matière de protection de l'enfance a commencé à se former, transcendant les divisions politiques traditionnelles. L'histoire d'Ali était devenue un symbole bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Un documentaire indépendant, financé par une fondation internationale, retrace la transformation du pays à travers les histoires d'enfants comme Ali. Titré Regardez-moi, le film a été présenté dans de nombreux festivals internationaux, contribuant à un changement dans la perception globale des initiatives sociales africaines. Un mois après la cérémonie nationale, Ibrahim a signé un décret instituant la journée de la dignité de l'enfant, qui sera célébrée chaque année à l'occasion de l'anniversaire de sa rencontre avec Ali. Cette journée servirait de journée nationale de sensibilisation aux droits de l'enfant et de célébration des progrès réalisés. Cette initiative, désormais un modèle mondial, avait reçu un soutien important de la part des organisations internationales, toutes désireuses d'y contribuer, mais Ibrahim a insisté pour que les programmes soient dirigés par des Burkinabés, dans le respect des traditions culturelles locales et en mettant l'accent sur l'autonomie à long terme. Les résultats parlent d'eux-mêmes, une réduction de 60% du nombre d'enfants des rues de la capitale, une nette amélioration de la santé des enfants et une plus grande fréquentation scolaire dans les zones marginalisées. Mais la transformation la plus profonde fut culturelle. Les Burkinabés ont redécouvert leur tradition de solidarité communautaire, désormais appliquée aux défis contemporains. Les barrières entre les classes sociales ont commencé à se dissoudre et un sentiment partagé de responsabilité à l'égard des plus vulnérables s'est enraciné. Médecins, enseignants et ingénieurs ont donné de leur temps, tandis que les artistes ont créé des œuvres inspirées de ces histoires de résilience. Les entreprises locales ont lancé des programmes éducatifs pour les adolescents concernés. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Ouagadougou, Ibrahim fit une visite surprise à la Maison de l'Espoir. Sans caméra ni protocole officiel,
ils voulaient simplement voir comment vivaient les enfants quand les projecteurs n'étaient pas braqués sur eux. Dans la cour, il trouva Ali et ses amis plongés dans un match de football, leur rire remplissant l'air. En les regardant, Ibrahim ressentit un léger sentiment d'épanouissement. Les enfants n'étaient plus hantés par la faim ou la peur. Ils étaient libres d'être des enfants. Lorsqu'Ali a repéré le président, il a couru vers lui, ses amis le suivant de près. La joie sur leur visage, leur enthousiasme insouciant et enfantin témoignaient du succès du programme. Ibrahim s'est agenouillé et a demandé doucement « Ça va, Ali ?» Ali, souriant largement, révéla une dent de lait fraîchement perdue et répondit « Oui, maintenant je suis heureux. » « Et vous, monsieur le président ?» Ibrahim sourit. « Oui, Ali, je suis content aussi. » Et à ce moment-là, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant sa lueur dorée sur la scène, Ibrahim savait qu'ensemble, ils avaient écrit un nouveau chapitre, celui de l'espoir, de la dignité et du changement transformateur. Dans un monde souvent caractérisé par des difficultés, ils ont prouvé que parfois, les changements les plus profonds commencent par un simple acte, voire l'invisible.